1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, ben, on va démarrer la table ronde, si vous voulez bien, parce qu'on est assez nombreux à présenter des filières émergentes. Et donc, on n'a pas beaucoup de temps. Nous allons donc démarrer. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je vais avoir une double casquette dans cette table ronde. Donc, je suis Jean-Marc Gollard, je travaille au Parc naturel régional de Lorraine. Désolé pour l'acronyme. Et je vous parlerai aussi assez succinctement de la filière laine de mouton, qu'on développe avec la coopérative Moselaine. Vous voyez, il y a pas mal d'intervenants. Il y a monsieur François Brun de BTP Consultant, monsieur Noé Philippe de chez IFOS, Isabelle Saladé de la région Grand Est, Emmanuel Zepfel de Gamini. Donc on a certains d'entre nous certaines diapositives et puis des échanges autour de ces filières émergentes. Donc on essaiera d'être quand même assez rapide parce que aussi l'intérêt c'est de pouvoir répondre à vos questions qui on l'espère seront nombreuses après le repas. On va commencer suite la présentation donc avec monsieur Noé Philippe de la société IFOS. Donc allez-y Noé, on vous laisse la parole. Et puis après on aura un petit peu des échanges entre nous. J'ai préparé quelques questions pièges bien sûr. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Super, nickel. Donc bonjour, moi c'est Noé Philippe, donc dirigeant de la société IFOS. Je suis ici pour vous parler des matériaux à base de mycélium. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et j'ai fait les petits tests ce matin, il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas, mais c'est une bonne nouvelle. Donc le mycélium, c'est les racines des champignons et c'est un liant 100% biosourcé. L'idée, c'est qu'on va utiliser des coproduits agricoles pour ensuite les lier avec un liant 100% biosourcé. Donc aujourd'hui, on vient juste d'émerger. Notre objectif, c'est d'abord de faire de l'isolation acoustique à forte valeur ajoutée pour ensuite aller sur l'isolation thermique dans quelques années. Le gros avantage de notre matériau, nous, c'est qu'il est compostable en fin de vie. Et c'est justement là où, avec toutes les techniques de mise en œuvre, il va falloir faire attention à ce que ce soit bien démontable en fin de vie pour justement pouvoir le composter. Et notre objectif à long terme, pour pouvoir justement rapidement et faciliter en fait tout ce qui est ITE. On sait que c'est un gros frein aujourd'hui, l'argent, c'est d'être 30% moins cher que du conventionnel. Alors, vous allez me dire, il faut être optimiste, mais si je n'avais pas été optimiste, je ne serais pas ici. Donc, c'est un objectif long terme, très optimiste, mais il faut aller. Donc, on a un deuxième point qui est super important, c'est la résistance au feu. Alors, mon collègue à gauche vous dira que ce n'est pas encore prouvé, il a totalement raison, mais le mycélium contient naturellement de la chitosane, qui est une des deux molécules qui est aujourd'hui recherchée pour ses propriétés ignifuges en tant que 100% biosourcé. Et donc, le mycélium a des propriétés ignifuges intéressantes où on serait en équivalent, je dis bien équivalent pour ne pas frustrer mon collègue de gauche, qui a tout à fait raison, en A2, S1, D0. Donc l'entreprise, on est aujourd'hui au stade de développement, ça fait un mois que j'ai un local opérationnel. Aujourd'hui, il y a 10 jours, j'ai fait ma première production pour l'événement Bâtir les Demain. Au niveau de la commercialisation, on a un objectif de commercialisation pour fin 2025 pour les panneaux acoustiques et de premières commandes acoustiques et thermiques sur mesure à petite échelle pour tester rapidement. Et au niveau des besoins, donc moi, je reste toujours sur des besoins très primaires, c'est-à-dire l'assurabilité du chantier et la promotion, parce que je cherche de potentielles personnes qui seraient intéressées pour tester le matériau en thermique et en acoustique. Voilà. Et là, c'est une photo du local et des échantillons qui poussaient dans le local pour bâtir les demain. Et l'atelier, où je vois des gens qui ont fait l'atelier tout à l'heure. Voilà, c'est ici que ça a poussé. Tu peux passer si tu veux. Donc effectivement les prochaines étapes, la certification feu,
parce que c'est une étape très importante pour rentrer dans le bâtiment. Ensuite, la mise sur le marché des solutions acoustiques et plus tard, plutôt en début mi-2026 de l'ITE. Et ensuite, des partenariats de compostage pour la fin de vie, parce que c'est très important de penser, je pense, à la fin de vie dès le début du projet. Ensuite, moi, je vais essayer de collaborer avec des gens qui s'y connaissent vachement mieux que moi dans le bâtiment pour réduire le temps de pause. Parce que l'idée, c'est d'aller avec des panneaux qui soient encastrables, mais donc pour qu'ils soient correctement encastrables et qu'il n'y ait pas de problème au niveau des jointures, au niveau de la vapeur d'eau. Il faut que ça soit bien réfléchi. Et ensuite, ça sera une usine pilote de 20 000 m² d'ici 2 ou 3 ans. Voilà. Elle sera où elle est prévue où cette usine Alors pilote? aujourd'hui, moi je suis installé à Troyes. Et donc effectivement, vu qu'on utilise essentiellement des produits de la Chanvrière, ça serait super intéressant qu'on ait une usine qui soit juste à côté de la Chanvrière. Après, on est ouvert d'esprit et on pourra sans doute bouger dans le contexte en fonction des opportunités. D'accord, très bien. Merci beaucoup Noé pour Merci. cette présentation. Et n'hésitez pas à passer au stand après, avec plaisir. J'espère que vous avez préparé vos questions sur le mycélium. Moi, j'éviterai mes blagues sur les champignons exceptionnellement pour aujourd'hui. Je les sortirai demain. Donc du coup, on peut passer à la présentation suivante, qui sera faite par Isabelle de la région Grand Est. Donc si vous voulez, je vous laisse la télécommande pour... Bonjour à tous. Hop, ça marche. Donc, je m'appelle Isabelle Saladé, je suis chargée de mission à la région Grand Est dans le pôle bâtiment durable. Et je suis référente pour les matériaux biosourcés dans le bâtiment. Donc, on surveille un peu les matériaux émergents, mais aussi on est là pour accompagner également le développement des matériaux biosourcés qui sont déjà existants depuis de nombreuses années en Grand Est avec une filière bois qui est très développée. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des soutiens financiers qu'on peut apporter et je vous donnerai quelques exemples de projets qu'on a accompagnés. Il y a 3 types de soutiens financiers que la région apporte au travers du programme Climaction. Donc tout d'abord, des bonus biosourcés dans les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. Donc bâtiments publics et associatifs, logements sociaux et copropriétés. On donne des bonus en cas d'isolation biosourcée et depuis cette année d'utilisation de menuiserie bois alu, bois et bois alu. Et ensuite, il y a 2 appels à projets qui sont annuels. Donc là, ils sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2025. L'appel à projet IS3B, c'est pour soutenir l'ingénierie spécialisée, c'est-à-dire tout ce qui va être mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et également une partie des missions de maîtrise d'œuvre pour des bâtiments en bois et biosourcés qui nécessitent d'être accompagnés spécifiquement sur l'usage de ces matériaux. Donc on pense en particulier aux établissements recevant du public et à certains établissements qui ont des contraintes de sécurité incendie plus strictes. Et donc là, c'est ouvert. Il faut surtout nous contacter en amont des travaux, puisqu'on ne peut pas aider les travaux, mais on pourra vous accompagner sur les études préalables et la définition du programme vraiment au tout début de l'opération. Et le dernier appel à projet, c'est celui qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui sur les matériaux et sur l'assurabilité des matériaux et des procédés constructifs biosourcés et bas carbone. Donc c'est l'appel à projet qui s'appelle Soutien à la reconnaissance des matériaux biosourcés et bas carbone pour le bâtiment. Et donc là-dessus, la région peut apporter jusqu'à 70% de financement, plafonné à 50 000 € sur les démarches qui sont liées à l'assurabilité et à la certification de matériaux biosourcés. Donc ça inclut bien sûr tout ce qui est avis technique, ATEX, avis de chantier, tout ce qui est lié à la garantie décennale des bâtiments.
et aussi sur les volets caractérisation des produits. Donc une fois que la phase de recherche et développement est terminée et que le matériau est soit déjà commercialisé, soit vraiment juste prêt à être commercialisé, on peut accompagner les phases de caractérisation et également tout ce qui est analyse de cycle de vie pour établir les fiches FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui sont aujourd'hui très intéressantes pour valoriser le faible impact carbone, notamment dans la nouvelle réglementation RE 2020 pour les bâtiments. Donc il y a des financements, mais on a aussi des outils qui sont disponibles, notamment, j'en parlais pour l'ingénierie spécialisée. On a établi avec tout un panel de partenaires une liste de prestataires qui seraient candidats pour les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les bâtiments en bois et biosourcés. Donc c'est vraiment une liste qui est ouverte et qui n'est pas obligatoire pour bénéficier de la subvention. C'est vraiment juste un outil pour aider les maîtres d'ouvrage à trouver le bon prestataire. Et il y a également un cahier des charges qui détaille la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ce cahier des charges, il est également disponible et utilisable par tous les maîtres d'ouvrage qui souhaitent recruter un AMO pour une opération biosourcée réussie. Là, c'est un petit résumé, mais vous n'avez pas besoin de tout lire. Vous aurez le diaporama, donc vous aurez dans le résumé tous les détails et les liens pour retrouver les dispositifs d'aide. Et donc là, quelques exemples de projets qu'on a aidés. Alors, pour faire plaisir à Jean-Marc, j'ai commencé par la laine de mouton. Donc, c'est un produit de la SIC Moselaine, donc basé en Moselle, qui a développé à partir des tontes de moutons lorrains un isolant en laine de mouton traité antimite. Et donc là-dessus, on les a aidés et on est en train aussi de les aider sur des essais de laboratoire de caractérisation physico-chimique, fongique et puis des tests au feu. Et également un projet d'ATEX pour la phase d'assurabilité dans les bâtiments. Un autre produit, donc là c'est une entreprise de l'Aube qui s'appelle Woodoo, qui a développé un produit en bois augmenté. Donc c'est du bois notamment à base de peuplier local qui est travaillé pour avoir une résistance mécanique importante. Et donc là, on les aide également sur des essais de laboratoire, notamment par rapport aux champignons et au feu. On les aide sur la fiche de déclaration environnementale et sanitaire et sur un projet d'ATEX pour une utilisation en bardage. Un autre produit là développé dans l'Aube aussi, c'est Octave, donc l'entreprise Aube-au-Bois qui fabrique des panneaux acoustiques à base de chutes de bois de chêne qui sont issus d'une entreprise du groupe. Et donc, ce sont des panneaux acoustiques donc, qui avaient également besoin de caractérisation et d'essais de laboratoire. Alors, un produit mixte, béton et bois, pour montrer aussi qu'on n'est pas complètement fermé aux techniques traditionnelles, on va dire. C'est le groupe Rector Le Sage en Alsace, qui a développé une prédale en béton avec des incorporations de béton de bois qui permettent d'alléger le plancher tout en servant de support à la dalle en béton, quoi. Et le dernier, c'est également en Alsace, l'entreprise Architects qui a développé du tissu pour faire du tissu tendu sur les murs et les plafonds à base de lin. Donc là, c'est un produit entièrement français, avec du lin français, des transformations en France et en Alsace, et qui avait besoin d'un test de classement au feu et également de la FDES pour pouvoir être valorisé dans les projets. Voilà, donc on posera les questions à la fin, je pense, si vous avez des questions sur ces accompagnements. Merci Isabelle, effectivement, pour poser des questions à la fin pour
tous ces exemples. Je ferai quelques compléments, je me permettrai, par rapport à notre expérience, nous, par rapport à la laine, et toutes les difficultés. Surtout, vous parlez des délais. Voilà, on parle de filières émergentes. Vous avez compris qu'on est tous un petit peu, plus ou moins au début de quelque chose. Et voilà, c'est des aventures qui prennent un petit peu de temps. Et parfois, voilà, c'est difficile de se caler sur des opérations, on va dire des subventions, des gens qui vous aident, parce que c'est des subventions souvent annuelles ou autres. Et nous, ça demande du temps. Donc, merci des fois aux financeurs aussi d'être patients avec nous, parce que voilà, au début, faut avouer, on tâtonne un peu. Ça avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais je laisserai les autres témoigner également. Et voilà, parfois, c'est pas tout à fait raccord avec le timing des subventions, mais voilà, on arrive à dialoguer, à s'entendre. Et voilà, on peut aussi remercier tous ceux qui nous aident à ce développement. Voilà, sinon, il se passerait rien en fait. Du coup, j'enchaîne rapidement sur Moslen. J'ai juste mis une ou deux diapos avec des photos de chantier. Donc Moslen, c'est une coopérative, hein, ça a été présenté par Isabelle. En fait, c'est une coopérative autour de la valorisation de laine de mouton locale. Alors principalement dans notre région, dans la région Grand Est, on a des laines qui sont utilisées, on va dire, une toute petite partie pour le textile, mais on en fait quand même encore un petit peu, ça c'est bien. Et puis on essaie de faire du feutre et de l'isolation. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de l'isolation. Vous voyez des photos, hein, on peut faire du soufflage et on peut faire des panneaux. Ça, c'est les premiers panneaux que vous voyez en bas à gauche qu'on avait fait, les toutes premières recherches qu'on avait fait avec le centre d'essai textile lorrain à Épinal, le 7 et l'or. Voilà, c'était les premiers panneaux qu'on avait essayé de faire et essayer de trouver des mairies qui nous accueillaient pour dire ok, nous on veut bien essayer de faire des choses avec vous, parce que c'est vrai que pour démarrer, il n'y a rien de mieux non plus que d'être dans le concret assez rapidement. Donc vous voyez, en bas à droite, c'était une première opération aussi qu'on avait fait d'isolation thermique par l'extérieur de la mairie de Réchicourt-le-Château, en Moselle Sud. Donc là, isolation laine de mouton et isolation en laine de bois. Donc intéressant. Et puis les photos du haut, c'était l'atelier d'architecte à Pont-à-Mousson, atelier 22. Donc soufflage en rampant de toiture également. Merci. On peut remercier les financeurs, puis on peut aussi remercier, là je parle au titre de Moslen, tous ceux qui prennent entre guillemets des risques ou qui croient en ces projets un petit peu vertueux, parce que voilà, sans eux en fait rien ne serait possible. Et voilà, juste pour revenir sur l'actualité de Moslen, avant de passer la parole aux autres, Isabelle avant a parlé d'ATEX. Nous, ça fait 4 ans qu'on est en procédure d'ATEX auprès du CSTB. Donc ça, vous voyez, hein, vous parlez de temps, ça prend énormément de temps. Donc j'espère que cette année, voilà, on voit le bout du tunnel et qu'on l'aura enfin. On a fait énormément de tests. Ça prend beaucoup de temps et voilà, beaucoup d'argent, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Mais pour nous aussi, il faut le dire, et je laisserai François rebondir là-dessus en termes de contrôleur technique. C'est quand même intéressant aussi parce que pour nous, ça participe à une meilleure connaissance et une meilleure qualité du produit. Donc c'est vrai que ça nous fait avancer aussi. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc si vous avez des questions sur la laine, gardez-les, ou sinon là on est à votre disposition pour en parler plus tard. Moi j'ai juste voulu mettre quelques photos concrètes de chantiers qui se sont réalisés. Et encore une fois, remercier les financeurs et les maîtres d'ouvrage qui y croient. Voilà, faut être quand même un petit peu courageux pour sortir des sentiers battus au départ. Et voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions par la suite. Donc du coup, je vais laisser la parole à François qui va nous parler en sa qualité de contrôleur technique. Donc vas-y François, je te laisse présenter. Ça marche comme ça? Et puis on appuie où là?
Bon, alors donc je suis contrôleur technique de BTP Consultant à l'agence de Metz depuis 8 ans maintenant. Donc BTP Consultant, c'est un bureau de contrôle national qui s'est surtout développé à Paris pendant 20 ans, voilà, et qui maintenant se développe en région. Alors, donc là j'ai pris, je commence le travail de Bertrand qui est devant là. Les contraintes pour utiliser les matériaux émergents, mais même les autres avant. Donc il y a déjà les contraintes normatives, c'est-à-dire qui servent à l'assurabilité en particulier. Donc il y a des techniques traditionnelles qui sont maintenant reléguées tout à gauche, là, qui sont les normes et les DTU. Et puis, les assureurs assurent les techniques courantes. Alors, les techniques courantes, il y a des recommandations professionnelles acceptées par la C2P. Donc là, on a l'exemple des RFCP, des règles pour la paille, qui sont des recommandations professionnelles acceptées par la C2P. Après, il y a les règles professionnelles acceptées par la C2P. Il y en a qui ne sont pas acceptées. Il y a les recommandations en rage qui sont acceptées par la C2P. Après, il y a les avis techniques, donc là, ça s'appelle ATEC ou DTA, qui sont en liste verte de la C2P, c'est-à-dire que quand vous avez un avis technique, c'est pas sûr qu'il soit assuré, il faut qu'il soit pas mis sur la liste noire de la C2P. Et puis alors, les ATEX dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est des appréciations expérimentales qui sont ou pour un chantier, ATEX de KB, ou pour tous les chantiers, ATEX de KA, mais qui dure 3 ans normalement puisque c'est expérimental. Donc par exemple, l'ATEX sur la paille hachée qui est sortie l'année dernière, qui est une ATEX de KA après avoir eu une ATEX de KB sur un chantier important. Et puis, donc il y a des règles pro qui ne sont pas encore examinées ou encore acceptées par la C2P ou qui ne le seront pas. Il y a les ATEC qui sont en liste noire parce que les assureurs se sont aperçus qu'il y avait des problèmes, même qu'il y avait un avis technique. Et puis bon, les ATEX, quand on demande un ATEX en début de chantier, ben, on n'est pas sûr qu'il sera favorable après. Donc, si on veut demander un ATEX, c'est que on a une certitude quand même de pouvoir arriver jusqu'au bout. Le problème de l'ATEX de Moselène, c'est qu'au CSTB, il n'est pas instruit par la personne spécialiste des biosourcés. Il est tombé dans un autre service avec des gens qui n'ont pas l'habitude des biosourcés. Bon, c'est une info personnelle. Oui, totalement privée. D'ailleurs, ce n'est pas enregistré ici. Bon, et puis après, il y a ce qui est en gris clair. Alors, bon, toutes les filières émergentes, les techniques émergentes, on est dans le gris clair, hein, où on n'est pas grand-chose. Et donc, il y a des solutions, les premières solutions. Il y a les ETN, je ne sais même plus ce que ça veut dire, des enquêtes de techniques nouvelles qui sont faites par des bureaux de contrôle sur un produit industriel. Et donc l'enquête de techniques nouvelles, c'est le bureau de contrôle qui la donne.
ça nous met pas en technique courante, mais ça peut être accepté par les assureurs. Et puis, BTP Consultant fait des avis de chantier, par exemple, et c'est la même chose sur la terre crue, par exemple. Comme la terre crue, c'est une technique innovante depuis 10 000 ans. On a quelques références pour pouvoir donner des avis dessus. Alors, les contraintes réglementaires, je vais aller plus vite. La réglementation, elle est obligatoire. C'est la loi. Donc, déjà, il y a la loi Spinetta qui donne en particulier contrôle technique obligatoire dans certains cas, qui a créé l'assurance dommage-ouvrage et qui définit les constructeurs qui sont obligés d'avoir une garantie décennale. Donc c'est traduit dans le code des assurances, dans le code du travail, spécialement les installations électriques, donc c'est un peu moins habituel. Et puis dans le code de la construction de l'habitation, il y a surtout la sécurité incendie, l'accessibilité, la thermique, l'acoustique, le sismique. Mais dans les matériaux, c'est surtout la sécurité incendie. C'est difficile de passer à travers, puisque pour donner un avis positif sur un matériau, il faut avoir un PV d'un laboratoire agréé. Il y a le règlement sanitaire départemental qui peut aussi jouer sur certains matériaux. Donc les contraintes réglementaires, elles sont obligatoires. Donc elles peuvent rendre le bâtiment impropre à sa destination et quand un matériau, une disposition rend le bâtiment impropre à sa destination, c'est de la garantie décennale. Bon, alors les contraintes normatives, comment on peut les accompagner? Alors déjà, le bureau de contrôle qui doit intervenir le plus tôt possible sur une opération où on va se retrouver avec des techniques nouvelles, émergentes, de faire la liste, l'analyse, évaluer donc toutes les contraintes qu'on a. Dès le début de la réflexion d'une opération, il faut être sûr de savoir où on va, où on est limité, où on n'est pas limité. Alors, quelquefois, on peut passer en technique parce que voilà, on n'a pas vu qu'il y avait un avis technique pour le même matériau ou voilà, où on peut avoir une solution qui est plus facile et qui revient en technique courante. Et sinon, donc il y a donc les ATEX, les avis de chantier et enfin déjà les ATEX. Déjà l'avis technique, si on est vraiment au début d'une filière émergente, industrialisée. Après, il y a l'ATEX, et donc c'est plus facile de commencer par un ATEX, une ATEX, pardon, c'est une appréciation, et de passer par une ATEX pour après aboutir, puisque l'ATEX dure 3 ans, pour aboutir après à un avis technique. Et puis autrement, quand on reste en technique non courante, sur le chantier, on peut faire une analyse de risque et
et la faire accepter par l'assureur qu'on a sur ce chantier-là. Et donc c'est un traitement cas par opération. Alors j'ai juste, pour pas oublier, j'ai mis les 3 volets à la fin pour la supérabilité en France en particulier. Donc dans un DTU, un avis technique, un ATEX, on doit justifier la conception, on doit justifier le produit et on doit justifier la mise en œuvre. Et par exemple, Moslène qui utilise des panneaux qui sont faits en Belgique. En Belgique, le CSTC a toutes les qualifications pour poser en Belgique. Mais en Belgique, il y a le produit et la conception, mais il n'y a pas la mise en œuvre. Bon, les contraintes réglementaires, alors c'est pareil. Au début de l'opération, on fait la liste de toutes les contraintes qu'il peut y avoir. On justifie par essai tout ce qui est réglementaire, en particulier la sécurité incendie. Et puis, il y a depuis, je ne sais pas combien de temps, le permis d'expérimenter de la loi ASSOC qui permet d'avoir des solutions équivalentes en sécurité incendie, en accessibilité, en thermique, qui est étudié par des organismes qui sont agréés pour ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le préfet qui donne l'accord. Donc c'est très très peu utilisé parce que c'est lourd comme tout. Voilà, juste quelques photos de bâtiments où je suis intervenu. Il y en a d'autres. Hein. Le pavillon du projet, c'est un bâtiment qui est entièrement en réemploi avec renouveau. La SNCF à Montigny et Metz. La structure, le bardage, les fenêtres, les portes, le sol. Après, on a la maison de santé des Lois que beaucoup ont vu avec des murs en pisé porteurs. Avec une idée saugrenue que j'ai dit à l'architecte, mais bon, un bardage en barreaux de pierre qui remonte sur le toit. Donc c'est de la technique non courante. En dessous, il y a le préau de Malzéville, donc qui est fait avec du bois de réemploi. Du bois de structure, les poteaux, les poutres avec des poutres de plancher de chez Bragard à Épinal. Et puis en façade, on a du parquet de chêne qui est mis en bardage, mais comme c'est un bardage de préau, il n'a pas de contraintes à avoir, donc c'était facile de le réemployer là. À côté, l'office de tourisme de Plainfin qui est en granit, donc qui est... Oui, en grès, pardon. En grès. Et donc, c'est de la maçonnerie. C'est normalement une technique, c'est en technique courante. On est en zone sismique. Voilà, le bureau d'études avait mis des tirants un peu partout pour être conforme. Moi, j'ai fait retirer les tirants parce que voilà, la pierre de taille, comme ça, en cylindre, elle n'a aucune raison de se sauver quand il y a un séisme. À côté, c'est la tour du toit vosgien à Saint-Dié, qui est en R+9, en bois, et les façades isolées en paille hachée. Donc la paille hachée, c'est une technique qui est émergente, mais qui a maintenant un ATEX pour la SIC Yellow. Et on a un bardage en tuiles qui a une appréciation de laboratoire généralisée, et un bardage en tôle
en tôle déployée qu'on a fait passer en appréciation de laboratoire chez Effectis parce que l'architecte ne voulait pas le recouper à chaque étage et on a démontré que le métal déployé avait créé pas une lame d'air. Donc là, c'est pas une technique émergente, mais c'est une technique non courante qu'on a fait apprécier. À droite, en haut à droite, là, c'est un mur en Adobe, en BTM. Elles ont été achetées en Allemagne. Moi, j'ai oublié le nom. L'entreprise qui en fait depuis 30 ans. Et on l'a justifié avec les normes allemandes. En bas, c'est un exemple des panneaux de laine de mouton qui sont plus jolis que ceux qu'on voyait sur ta diapo. Et qu'on a du mal à faire assurer pour l'entreprise parce qu'il se trouve que la MAF et puis la CAM BTP ont un gros sinistre à Strasbourg d'un hôtel qui a été entièrement isolé avec de la laine de mouton, toutes les cloisons, tous les doublages et tout. Et il y a des mythes partout, ils sont obligés de tout retirer. Et c'est un mauvais matériau qui a été mis en place, je ne sais pas d'où il vient, mais ça fait que la CAM, elle a du mal à pouvoir assurer la laine du mouton du coup. Voilà, je pourrais encore vous en montrer d'autres, mais voilà, c'est tout pour l'instant. Merci beaucoup François. Oui, du coup, juste pour rebondir sur le cas de la laine, c'est vrai qu'il y a deux parties qui sont très très importantes au niveau technique avant de laisser de la parole à Manuel. C'est le lavage et le traitement anti-mythe. Et là, il faut vraiment des prestations de qualité, sinon nous c'est des choses qu'on entend à longueur de journée et c'est vrai que quand c'est pas bien fait, oui, nous on a déjà eu le cas de la laine qui est mal lavée, vous avez des mythes qui arrivent comme sur un textile, comme sur un pull, et c'est vrai que la qualité des prestations, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des procédures comme les avis techniques ou comme les ATEX, ça nous permet de mieux connaître, de justifier des produits. Nous on fait des tests de vieillissement accéléré, des résistances du traitement anti-mythe au bout de 30 ans, voilà, pour être sûr que le produit est bien conforme, de même que le font les autres fabricants européens. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, désolé Manuel, je te laisse la parole donc au titre du Gabion, hein, c'est ça ? Et là ça marche ? Là ça marche. Donc je travaille pour le Gabion, donc je dirige un centre de formation en éco-construction et restauration du patrimoine qui est basé sur Boftsheim pour l'antenne alsacienne, donc c'est près de Sélestat en Alsace. Et donc on forme, donc c'est des formations longues et diplômantes, on forme les futurs artisans et artisanes à l'usage des biosourcés, voilà, et en neuf comme en réhabilitation. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On a des gens on essaie de développer l'offre de l'éco-construction, de mettre des gens compétents sur le marché du travail. Et le deuxième volet maintenant sur lequel on travaille en mode un peu recherche et développement, c'est sur la mise sur le marché de matériaux pas chers. L'objectif, c'est de rendre l'éco-construction accessible à tous et surtout que les artisans qu'on forme puissent vivre correctement de leur travail. Et ça comprend aussi toute la filière du bâtiment, maître d'œuvre, architecte, etc., etc. Donc on a eu l'idée, avec le parc naturel de Lorraine entre autres, d'exploiter le roseau local. Donc, tu as des diapos, Jean-Marc, tu as peut-être une photo, je crois. Non, je n'avais pas de diapo. Ok. Donc on travaille le roseau de phytoépuration de communes. Donc c'est quelque chose qui est disponible à l'échelle locale, puisque beaucoup de communes en France ont des phytoépurations qui sont plutôt importantes.
Et donc on arriverait à produire du panneau isolant de 5 cm d'épaisseur à peu près. Et l'idée, pour faire baisser les coûts, c'est faire du pré-enduisage. En fait, ce qui est très intéressant pour l'avenir de l'éco-construction, c'est la terre crue. Vous avez certainement entendu parler, il y a des démonstrations de briques aujourd'hui, du terre chanvre projeté pour isoler. Donc la terre crue rentre vraiment dans les critères les plus stricts de la RE 2020, donc a toute sa place dans le futur du bâtiment. Mais un des problèmes, c'est les coûts. Et les coûts, c'est notamment lié au fait que ce soit de la voie humide, comme la plâtrerie traditionnelle. Donc on est passé de la plâtrerie traditionnelle à la plaque de plâtre, justement parce qu'on est en voie sèche et justement pour faire réduire les coûts. Et l'idée serait de développer des produits de la même manière, de passer en voie sèche avec la terre crue. D'où l'idée d'exploiter du roseau local et de faire du pré-enduisage en atelier. Donc on aurait des panneaux de 5 cm d'épaisseur et une couche d'enduit directement dessus. Et donc on aurait un complexe type placo-polystyrène, mais en équivalent biosourcé et local. Et le gros avantage, c'est que pour l'instant, les roseaux de phytoépuration, c'est du déchet, que les communes n'en font rien et donc veulent juste s'en débarrasser. Et que, donc on a déjà monté les premiers prototypes, on les a testés. On a une petite vidéo déjà qui vient d'être montée là, de présentation qu'on diffusera en masse, je pense. Et on a déjà fait des essais de pose, donc avec des contraintes mécaniques, avec tout ça, les types de fixation, comment on découpe les panneaux. Donc tout ça, on l'a expertisé. Le produit est tout à fait fonctionnel. Et maintenant, on est à la phase étude de marché et business plan. Et là, on essaye de voir dans quelle mesure on arrive à tenir les 15 € le mètre carré qu'on s'est fixé à la base. Donc, bien sûr, il faut travailler sur le coût opérateur, sur la machine, etc., etc. Mais c'est quelque chose auquel on tient, encore une fois, d'essayer de faire baisser les coûts le plus possible, notamment du matériau, mais justement par la voie sèche, permettre aussi aux artisans de proposer des prix plus réduits, justement parce qu'ils vont gagner du temps sur chantier. Voilà. Merci Manuel. Du coup, on a déjà pas mal dépassé le temps, donc j'ai gardé un petit quart d'heure là pour les questions. Donc n'hésitez pas. Merci pour les présentations. Je suis Bertrand Chauvet, délégué régional de l'agence qualité construction. Deux questions en lien avec la qualité de l'air intérieur, tant du côté de la laine que du côté des roseaux. On n'a pas des problématiques autour de ces matériaux quand vous avez le traitement contre les mites, d'une part, et quand on a des matériaux qui ont été utilisés dans des installations d'épuration, est-ce qu'ils ne se chargent pas de toutes sortes de choses, pas uniquement forcément bénéfiques pour la santé? Donc effectivement, c'est une bonne question. Alors il y a une étude qui a été menée sur les roseaux de phytoépuration et apparemment tous les polluants restent dans le système racinaire. Donc apparemment tous les voyants sont au vert quant à l'exploitation de la tige. Voilà. Donc normalement ça ne devrait pas impacter la qualité de l'air intérieur, mais bien évidemment on fera des tests pour être sûr que ce soit bien le cas. Oui. Nous pour la laine de mouton, on a fait un test auprès du CSTB, le laboratoire de Grenoble. Donc on est en A+. Donc à savoir qu'au niveau de l'Union européenne, c'est une très bonne question sur le traitement anti-mite. Quand on regarde même les autres fabricants européens et les autres initiatives en France, parce qu'on n'est pas les seuls en Moselle à vouloir utiliser la laine de mouton locale. Il y a un produit qui est normé et qui est utilisé par toutes ces entreprises, donc qui est utilisé. Il y a bien sûr un certain dosage à respecter. Donc nous, on a une étiquette A+, sur le produit. Et la laine de mouton, il y a aussi une chose qui a été très étudiée en Allemagne, parce que comme souvent, c'est des recherches intéressantes, elles ne sont pas faites en France sur ces sujets. Mais en fait, la laine, elle capte les formaldéhydes. Donc au niveau qualité de l'air intérieur, c'est même très intéressant comme produit. Donc voilà. Donc sur le sujet de la qualité de l'air intérieur, comme sur tous les autres sujets, on est vigilant et ouvert à toute amélioration. Mais en tout cas, sur les données, les études qu'on a, on n'a pas eu pour l'instant, bien au contraire, de difficultés par rapport à ça.
Oui, bonjour Audrey, agence de développement l'Europe. J'avais une question par rapport à l'assurabilité, notamment sur des projets de construction en matériaux biosourcés et sur la solarisation de ces bâtiments-là. La solarisation, les panneaux photovoltaïques. Si on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur... Pour François. Ah, c'est pour François, ça. Ouais. T'as pas une autre question? C'est compliqué le système, le problème des panneaux photovoltaïques, parce que bon, ça doit être sous avis technique et il n'y en a pas beaucoup. Et l'avis technique, il tient compte donc du panneau, de son accroche, des intempéries, du vent, du sismique et tout ça, et de son support, et que son support il résiste à tout ça. Donc il faut que dans la vie technique, le matériau biosourcé soit intégré. Mais ce n'est pas le panneau biosourcé qui va arriver à faire aboutir un système photovoltaïque. Il faut aller discuter avec les gens qui font les avis techniques des panneaux photovoltaïques. Quoi. Oui. Enfin, bon, sur un bâtiment en bois, mais ça ne veut rien dire. Quelle couverture on met sur le bâtiment en bois? Si c'est une couverture en bois, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas eu d'essai, il n'y a pas eu d'avis technique là-dessus, quoi. Il me semblait me souvenir que la région avait fait la rénovation de certains de ses lycées selon ces modalités-là, non? Je me trompe? Ah bon, d'accord. Je voulais pas te mettre en difficulté, désolé. N'hésitez pas. Hein. Ouais, on peut encore prendre une ou deux questions. Concernant les champignons, si je te voyais, t'attendais la question. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des recherches là-dedans? Pourquoi finalement qu'est-ce qui t'a emmené jusque-là? Alors, qu'est-ce qui m'a emmené jusque-là? Merci pour la question. Je vais parler un peu de moi. Donc, à la base, moi, je suis ingénieur matériaux de l'Université de Technologie de Troyes, donc j'ai pas beaucoup bougé depuis que je suis sorti de mon université. Mais en fait, moi, j'avais la vocation, si vous voulez, en tant que jeune optimiste, de dire que ce serait quand même vachement bien de changer le monde. Voilà. Et chercher à mettre un peu les mains dans le cambouis et à apporter de nouvelles solutions dans le bâtiment. Et pour être honnête, c'est un peu par hasard que je suis tombé sur les matériaux à base de mycélium. Et quand, à l'époque, il y a quelques années, en fait, c'était des gens qui prenaient un gros marteau, qui tapaient dessus et qui disaient « vous en faites pas, c'est super résistant ». Et qui prenaient un chalumeau et qui montraient que ça brûlait pas et qui disaient « vous en faites pas, c'est super résistant ». Donc avec mon petit diplôme d'ingénieur, je dis ce serait quand même un petit peu bien de faire des tests un peu plus rigoureux. Et surtout, j'ai eu la chance de faire un petit business plan test et de voir que ça tournait. Et donc, je voyais tous les avantages que ça pouvait avoir. Alors, comme tous les matériaux biosourcés, il y a des désavantages, chacun lot, etc. Mais finalement, en local, bien pensé, ça a du sens. C'est une alternative comme une autre, donc on ne sera pas leader. Et l'idée, c'est pas d'être leader, mais c'est plutôt d'être une solution complémentaire, parce que finalement, la transition écologique, c'est pas une solution, c'est des solutions main dans la main pour aller avec les ressources locales qui, de toute façon, ne peuvent pas être qui doivent être complémentaires et pas uniques, avoir le monopole, parce que de toute façon, il n'y a pas assez et c'est pas pertinent partout. Et donc, j'ai envie de dire que de petit pas en petit pas et de blague en blague, c'est devenu sérieux. Voilà. Et donc là, depuis un mois, j'ai un atelier. Voilà. On peut prendre une dernière question si... Il n'y a pas que les jeunes qui veulent changer le monde. Hein. Oui, la preuve. Ce sera un bon mot de conclusion, ça, mais peut-être si vous en avez un autre, surtout, n'hésitez pas.
En attendant la dernière question, juste, il y a une plaquette qui explique les financements de la région sur les matériaux biosourcés. Elle est disponible à l'entrée si ça vous intéresse. Sans regret. Bon, bah, du coup, je dis qu'il reste encore un peu de place sur l'atelier Mycélium si vous voulez mettre la main à la pâte. Donc, n'hésitez pas à passer dans 3 minutes là-bas. Avec plaisir. Merci.